Bonjour à tous, après Michel Simès, deuxième numéro de notre tête-à-tête sur la TV. Cette fois-ci, nous sommes à Versailles, à 2 pas du Grand Trianon, pour interviewer Alain Baraton. Alain Baraton, c'est le jardinier en chef du domaine. Il s'en occupe depuis plus de 30 ans. Alors un générique et puis rencontre avec l'héritier de Lenôtre. Alors Alain Baraton, Versailles et vous, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. La première fois que je suis venu à Versailles, j'étais adolescent, je suis venu avec mon père, mes frères et mes sœurs, et j'ai découvert un parc terrible, un parc orné de sculptures qui m'ont complètement terrorisé. Ce sont des femmes qui se font mordre le sein par un serpent, ce sont des hommes qui se tuent d'un coup d'épée parce qu'ils sont malheureux d'avoir perdu la femme qu'ils aimaient, ce sont des géants ensevelis dans les laves. Non, il y a de quoi être terrifié quand on regarde bien Versailles, les jardins et les sculptures, ce ne sont que monstres terrifiants, la mort et la torture. Non, j'étais complètement terrifié. Alors pourtant, vous êtes revenu à Versailles, tout de suite comme jardinier? Alors je suis revenu très tôt à Versailles en 1976, j'avais 19 ans, j'étais donc très jeune, et là j'ai découvert le parc différemment et surtout j'ai découvert les arbres. Moi j'adore les arbres de Versailles et je suis tombé amoureux de ces vieux chênes, des vieux hêtres, des vieux sophoras, et je suis resté dans un premier temps à Versailles, non pas pour le parc et son histoire, mais pour les arbres, et je ne regrette pas mon choix. Alors vous avez toujours voulu être jardinier ou alors c'était plutôt après, pendant les études? Non, je me suis découvert une vocation de jardinier. À l'origine, je voulais être photographe. Moi, ma passion, c'était la photographie. Et puis, mes résultats scolaires n'étant pas extraordinaires, j'ai donc suivi une formation horticole qui m'a permis de rentrer à Versailles et d'exercer le métier pour lequel j'avais été formé, mais pour lequel je ne m'étais pas, moi, dans ma tête, préparé. Donc, le métier de jardinier n'a pas été à l'origine une vocation, comme quoi on peut très bien trouver un métier contraint et forcé, par contre, devenir ensuite un passionné. Alors aujourd'hui, pour être un bon jardinier, selon vous, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? 2 qualités. La patience et l'observation. La patience, on doit suivre le rythme des saisons et puis on se doit d'accompagner la nature. C'est pas vous qui décidez de la croissance d'une plante ou de son fleurissement, c'est la plante et uniquement la plante. Et puis de l'observation parce qu'en fait, on ne peut rien faire de grand si on n'est pas capable de comprendre la nature. Et quand on est capable de la regarder, de la comprendre, donc de l'aimer, quand on est capable de faire preuve de patience, alors on a toutes les chances de devenir un bon jardinier. Et puis je plante donc je suis, c'est votre devise? C'est ma devise avec un petit clin d'œil parce que je plante, et c'est vrai que je me suis souvent planté également dans mes choix personnels. Je plante donc je suis, oui, parce que je crois que l'action de planter est un geste très fort. L'homme qui plante, le jardinier qui plante un arbre, ne plante jamais cet arbre pour lui, mais toujours pour les descendants. Et donc c'est une action, je crois, très symbolique de préparer le futur et d'offrir aux générations à venir un arbre témoin de mon passage sur Terre. Alors, vous vous définissez plus, vous décrivez comme paysagiste ou comme jardinier? Est-ce qu'il y a une nuance? Malheureux, n'employez pas devant moi le terme de paysagiste, je ne supporte pas. Pour moi, un paysagiste est un homme qui est capable de transformer le paysage. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un jardinier qui va tondre une pelouse transforme le paysage? Est-ce que vous croyez vraiment que l'homme qui conçoit un jardin pour un pavillon de banlieue transforme le paysage? Bien sûr que non. Il transforme la vision des fenêtres de la maison et son champ d'action se limite là. Le seul qui trouve grâce à mes yeux, c'est André Lenôtre qui, lui, effectivement, quel que soit l'endroit où l'on se place à Versailles, a su transformer le paysage que l'on a devant nous. Et les agriculteurs qui entretiennent la campagne et sont donc des paysagistes. Le jardinier est au paysagiste ce que le visagiste est au coiffeur. Des termes un peu pompeux qui font très chic et qui, à mes yeux, ne veulent absolument rien dire. Il y a toujours une connotation un petit peu douteuse. On a souvent considéré le jardinier comme un laquais, comme un cutéreux, comme le brave gars. Je dis souvent avec humour et je le pense, quand dans un château cossu, la voiture de madame tombe en panne, on ne demande pas à la secrétaire ou au maître d'hôtel de pousser la voiture. On demande au jardinier. Eh bien non, le jardinier, c'est un métier à part, le plus noble d'après Voltaire, et c'est un métier qui demande un petit peu plus de considération de la part de tous ces scribouillards administratifs qui devraient de temps en temps quitter leur bureau et venir dans le jardin voir ce qui se passe vraiment. Alors pour entretenir le parc de Versailles, comment est-ce que vous vous conformez uniquement au dessin, au tableau d'époque, ou alors est-ce que de temps en temps vous
changer un petit peu l'organisation d'un bosquet ou d'un... Non, on s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la réalité historique que l'on se doit de respecter, et bien sûr, près du château, l'œuvre de Lenôtre va primer sur l'ensemble. Mais il nous arrive de temps en temps de faire preuve de fantaisie dans le choix des couleurs des fleurs sur les parterres, par le choix des végétaux d'alignement. Donc on apporte des petites touches qui personnalisent notre travail, mais seuls les initiés peuvent voir le domaine où nous sommes intervenus. Ces touches restent quand même discrètes. Si on veut faire preuve d'imagination, on ne travaille pas à Versailles, on crée à ce moment-là d'autres jardins ailleurs, mais à Versailles, on se doit d'entretenir le jardin légué par nos prédécesseurs. Alors, plus de 30 ans d'histoire avec Versailles, un événement qui vous a marqué en particulier, je pense à la tempête de 1999. Non, il y a plein d'événements. Il y a la tempête, bien sûr, qui fut un choc pour tout le monde et qui fut un drame. Il y a mon arrivée à Versailles, bien sûr, en 1976, mais également l'accueil des personnalités politiques qui sont venues nombreuses à Versailles. Et quand vous êtes gamin, que vous vous retrouvez nez à nez avec Gorbatchev, Helsinki, ou le président Reagan, ça vous marque également. Des moments également plus personnels, lorsque l'on a planté un cèdre, par exemple, en hommage à un petit enfant, Cédric, qui était mort quelques jours plus tôt. Donc il y a eu les grands événements très médiatiques comme la tempête, et des petits événements qui m'ont également beaucoup marqué, parce que plus intimistes, mais tout aussi prenants. Alors, vous habitez donc dans le parc, on est dans votre bureau près de votre maison, près du Grand Trianon. Alors, c'est une maison où a vécu Molière. Est-ce que vous les sentez, ces fantômes, comme on dit ? Alors je les sens, mais je ne les vois pas. Et je le regrette. J'aurais adoré converser avec Molière. J'aurais beaucoup aimé pouvoir discuter avec Marie-Antoinette. Je ne les vois pas. J'ai tout fait pour me rapprocher d'eux. Ils sont peut-être autour de moi. S'il y a des fantômes, ils sont gentils, ils ne m'embêtent pas. Mais malheureusement, on en parle beaucoup, mais moi, je ne les vois pas. Pas croiser Marie-Antoinette, la tête sous le bras? Jamais, jamais, jamais. Même dans les soirées un petit peu trop arrosées, quand j'étais jeune, où il m'est arrivé parfois de boire plus que de raison. Mais ça, c'est du passé. Alors justement, Versailles évolue, on l'a vu ces dernières années, avec les expositions aussi d'artistes, souvent avec beaucoup de polémiques, les fêtes nocturnes qui sont de plus en plus grandioses. Quel visage aura Versailles dans 10 ans, selon vous ? Je n'en sais rien, parce que Versailles, pour moi, le jardin, c'est avant tout le lieu où travaillent les jardiniers. Et il y a de moins en moins de jardiniers, car la politique aujourd'hui, menée par le ministère des Finances et non pas le château, est de ne pas recruter du personnel fonctionnaire, mais de faire appel prioritairement aux entreprises privées. Et donc nous sommes de moins en moins nombreux pour entretenir ce domaine. Et j'ai peur que le parc, dans 15, 20 ou 30 ans, ne soit pas le parc que moi je connais et que j'aime beaucoup. Un parc, c'est un lieu que l'on doit apprécier, que l'on doit vraiment connaître. On doit s'imprégner des lieux pour mieux l'entretenir. Et j'ai peur que si demain, le parc est simplement dirigé et soigné par des entreprises extérieures, il perd son âme. Et qu'est-ce qu'un parc sans âme? Ce n'est rien. Donc j'ai quelques grosses inquiétudes pour le devenir de ce domaine, et j'ai bien peur que dans 30, 40 ou 50 ans, il faille revenir sur une situation ancienne, parce que le parc sera peut-être déjà dégradé. Alors, votre profession de jardinier, on parle beaucoup de nouveaux enjeux écologiques, de changement climatique. Comment est-ce que vous voyez le jardinier du futur? Comme celui d'aujourd'hui, nous n'avons pas attendu les notes ministérielles pour réagir. Plus de pesticides contre les insectes. On continue malheureusement le désherbage chimique. Nous n'avons pas trouvé d'autres moyens. Nous réduisons au maximum l'utilisation des véhicules à moteur. Nous récupérons les eaux de pluie. Nous utilisons les feuilles pour faire du compost. Donc je pense que nous ne pouvons pas faire mieux aujourd'hui que ce que nous faisons. J'aimerais simplement que sur l'ensemble de l'État de la France, eh bien, que les entreprises se comportent comme nous, avec autant de respect pour l'environnement. Alors, on va parler un peu de votre dernier livre, Vice et Versailles, sous-titré donc Crimes, trahison et autres empoisonnements au Palais du Roi Soleil, publié chez Grasset. Alors, on découvre Versailles sous un soleil noir. C'est un peu un thriller. C'est un thriller. Ça prouve que Versailles n'a pas toujours été un palais idyllique. Vous savez, quand on parle de Versailles, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on est en train de parler du monde merveilleux de Walt Disney. Alors, vous avez d'un côté le roi Louis XIV, entouré d'une horde de courtisans et de favorites, bien évidemment. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, Versailles est un lieu qui a connu la tragédie, qui a connu les meurtres. C'est un lieu où des milliers de gens sont morts en construisant le château et les jardins. Et je trouve scandaleux, mais vraiment scandaleux, que jamais on ne parle des victimes de la construction du château. Et j'ai souhaité, dans cet ouvrage, eh bien, indirectement leur rendre hommage. Oui, c'est une stèle, en fait, que vous dressez à tous ces morts anonymes. C'est la stèle qu'ils n'ont pas. Je trouve absolument incroyable qu'à Versailles, il y a des plaques pour remercier les donateurs qui ont donné de l'argent, mais qu'il n'y a même pas une toute petite plaque. Pardonnez-moi, ça c'est le problème des jardins. Vous voyez, le bureau, le jardin, on prend froid. Il est quand même scandaleux qu'il y ait à Versailles
des plaques à la mémoire des donateurs. C'est pas le fait qu'il y ait des plaques qui soient scandaleux, c'est qu'il n'y ait pas une plaque à la mémoire de ceux qui sont morts pour le château. Vous imaginez que si demain je veux que mon nom reste gravé dans le marbre, il ne faut surtout pas que je me tue au travail, mais que je donne de l'argent. C'est profondément immoral. Alors on parle aussi, au détour d'un chapitre, de l'homosexualité de Louis XIII, supposé Louis XIII, qu'on qualifiait à l'époque même de tapiole. Oui. C'était le début de la presse people. Oui, c'était le terme de l'époque, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé ou gossé sur la pseudo-sexualité de Louis XIII. Beaucoup pensent que ses relations avec le marquis de Cinq-Mars étaient loin d'être innocentes. Et je crois très sincèrement que Louis XIII était davantage attiré par les garçons que par les femmes. Alors à l'époque, on s'en moquait. Non, ce que je dénonce également dans cet ouvrage, non pas le fait qu'il y ait les homosexuels, heureusement que les gens puissent choisir leur sexualité. Mais à l'époque, je constate qu'il était il était accepté d'être homosexuel quand on était bien né, et vous risquiez le bûcher quand vous étiez de petites gens. C'est cette injustice que j'ai voulu dénoncer. Et puis alors il y a cette galerie des glaces toxiques, un peu comme Versailles, tout est toxique. Et aux 357 miroirs empoisonnés, en fait, on mourait un peu comme Narcisse à l'époque, à trop se regarder. Complètement, très belle image que vous venez de dire. Et effectivement, il y a ces garçons qui se miroitaient dans les glaces qu'ils fabriquaient. À 25 ans, perdaient leurs cheveux, à 30 ans, perdaient leurs dents et mouraient parce qu'ils avaient respiré les émanations de mercure. Et pour ne pas que le scandale se sache, pour que l'on n'ose pas dire au peuple tout entier la tragédie des miroirs de Versailles, on payait fort cher ces miroitiers pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être exploités. On leur gratifiait des avantages incroyables, on les logeait par exemple, on les exemptait d'impôts, mais les malheureux mouraient à 25 ou 30 ans, il y avait une chape de plomb pour ne pas que cela se sache. Il y avait tout un silence autour de cette tragédie. Oui, aujourd'hui, on regarde la galerie des glaces, mais si les glaces pouvaient nous parler, on y verrait le regard de ces malheureux morts pour vous permettre à vous d'apprécier ce lieu unique. Voilà, c'est Vice et Versailles. Alors, c'est pas votre premier livre sur Versailles. Il y avait L'amour, juste avant. Oui. Vous avez d'autres projets? J'ai toujours un tas de projets. Et je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux esprits, je ne suis pas superstitieux, mais quand j'ai des projets, j'évite de trop en parler à l'avance, peut-être de peur qu'on me les vole. Donc oui, d'autres livres sur Versailles sont prévus pour bien plus tard. Mon prochain livre, ça sort au printemps. C'est un dictionnaire amoureux du jardin chez Plon. Merci beaucoup Alain Baraton. Merci à vous. Qui ne s'est jamais perdu dans l'excès de m'as-tu vu, et plaire comme plaire à tout va, etc. Pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille, et vice Versailles.